tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la deuxième partie de mon bilan du mois d'octobre. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit i juste là. Et pour ceux qui sont à jour, je vais vous présenter donc 3 livres que j'ai fait en cette fin de mois d'octobre et que j'ai adoré. Autant vous dire que ces lectures de fin d'octobre ont été génialissimes. Et comme la dernière fois, en fin de vidéo, je vous parlerai de 2 séries que j'ai regardées et qui peuvent rentrer dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'est parti! Le premier livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Druide d'Oliver Perru aux éditions J'ai lu. Alors ce livre, j'en ai énormément entendu parler en bien et je me le réservais exprès pour la saison automnale, Halloween, etc. puisqu'on va parler de la mythologie un petit peu celtique avec les druides, tout ça sur fond de forêt, d'ambiance un petit peu légende, magie, etc. Et je dois dire que je rejoins totalement les avis dithyrambiques que j'ai pu entendre sur ce livre. Donc Oliver Perru, c'est la même personne, c'est juste que Oliver Perru c'est son nom en tant que auteur et Olivier Perru c'est son nom civil et il est également illustrateur, dessinateur de BD et aussi scénariste pour la télévision et le cinéma et ça se ressent beaucoup dans son écriture qui est assez cinématographique. Pour l'histoire, on est dans un univers de fantasy composé de 2 royaumes entre les hommes, donc 2 royaumes ennemis, le Sonrigar et le Raimir qui sont au nord. Et il y a ensuite la forêt qui est gouvernée par les druides et les hommes n'ont pas trop le droit d'aller y faire un tour. C'est seulement les druides qui sont composés de 4 ordres, on va dire, voilà, des ordres. Il y a les loups, les cerfs, les ombres et les corbeaux. Il y a voilà, une paix un petit peu précaire entre les 2 royaumes des hommes grâce au pacte ancien, mais disons que voilà, ils sont ennemis depuis toujours et ils cherchent à se quereller à peu près tout le temps, ils cherchent des excuses pour pouvoir refaire encore la guerre. Et il va y avoir un massacre qui va être commis dans la forteresse de Wishnate qui se situe dans le Sonrigar. Un véritable massacre, hein. Pour le coup, va y avoir 49 soldats qui vont se faire assassiner en l'espace de quelques minutes seulement dans une salle du château. Et évidemment, le Sonrigar va accuser le Raimir de ces méfaits, sauf que les druides vont un peu tempérer tout ça en mandatant, le conseil des druides va en fait mandater le maître loup Obrigan en compagnie de ses 2 apprentis, Tobias et Kesha, pour aller enquêter sur ce meurtre. Obrigan va se rendre justement sur place et va constater un petit peu le massacre. C'est une véritable boucherie, il y a du sang, des boyaux partout sur les murs, sur les fauteuils. Vraiment l'auteur ne nous épargne rien, hein, faut avoir le cœur assez accroché. Et visiblement, enfin, ça peut pas être l'œuvre de un, voire de plusieurs hommes, c'est beaucoup trop impressionnant en fait, surtout que c'était 49 soldats, c'était des hommes entraînés pour le combat. Ils se sont fait massacrer en vraiment quelques minutes quoi. Donc Obrigan va avoir seulement 21 jours pour résoudre ce crime, sinon une guerre éclatera entre les 2 royaumes ennemis. Le compte à rebours est lancé dans cette forêt avec plein de légendes, de mystères, de faune, de flore, enfin voilà, c'était vraiment génial, plein d'aventures. Ça m'a beaucoup fait penser un petit peu à Tolkien. Alors, on n'est pas sur du Tolkien parce que Tolkien c'est le top of the top, on est d'accord, mais il y a ce côté il était une fois, côté légende un petit peu ancestral qui était vachement présent dans ce livre. Mais Olivier Perru a une écriture beaucoup plus abordable, beaucoup plus incisive que Tolkien. Il se perd parfois dans des digressions alors que là pas du tout. Olivier Perru va direct à l'essentiel, l'action avance, les dialogues sont aux petits oignons. Contre, c'est gore. Pour le coup, l'auteur ne nous épargne rien, il nous décrit l'horreur de la bataille, des massacres, du sang, des boyaux, enfin voilà, faut avoir quand même le cœur bien accroché, donc je préfère mettre des warnings pour ceux qui sont un peu sensibles au sang, ce genre de choses. Le mal qui se cache dans les ténèbres est absolument effroyable, les batailles sont épiques, j'ai adoré tout l'univers sylvain avec les arbres, ce côté un petit peu mythologique. C'est très cinématographique comme je le disais puisque l'auteur est scénariste pour le cinéma et la télé, donc ça se ressent beaucoup dans son écriture. Il s'agit d'un one-shot. Et ça, pour le coup, c'est quand même bien d'être souligné parce qu'en général, dans la fantasy adulte, on a toujours des sagas à rallonge. Et là, non, vous avez vraiment un one-shot qui fait 600 pages. C'est un beau bébé, mais franchement, ça se lit tout seul.
J'ai passé un super moment, voilà, j'ai adoré le fait que O'Brien soit un druide mais soit aussi un humain, un être humain, et que du coup il ait aussi ses faiblesses, ses peurs, voilà, il n'est pas invincible et ça c'était vachement cool. Voilà, si vous avez envie d'un livre un petit peu comme ça, sur fond de forêt, avec ce côté un peu légendaire, mais plein d'aventures, de batailles, etc., vous allez être servi, c'était vraiment super génial, je vous le recommande à 10 000%. Et donc ce livre, je l'ai mis dans la catégorie forêt, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Le deuxième livre que je vous présente cette fois-ci, on part dans de la jeunesse avec La Carte des Jours, qui est le 4e tome de la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs et publié chez Bayard. Alors moi j'avais adoré la première trilogie et j'avais très peur avec ce 4e tome qu'on soit sur voilà, un tome de succès commercial, enfin voilà, pour surfer un peu sur la vague du succès commercial comme c'est souvent la mode en ce moment. Je pense notamment au 4e tome des Outrepasseurs, alors qu'à la base ça devait être une trilogie et le 4e tome j'avais pas du tout aimé. Je pense aussi à La Belle Sauvage de Philippe Pullman qui arrive des années plus tard. Bon, qui est sympa, mais pour le coup c'est quand même pas à la hauteur de À la croisée des mondes. Je pense aussi par exemple au Testament qui vient de sortir et qui est la suite de La Servante écarlate et qui a été écrit genre 35 ans plus tard par Margaret Atwood et qui sort du coup sur, je pense, le succès de la série. Je ne l'ai pas lu, je pense que je vais le lire prochainement, mais voilà. Donc moi je suis un peu réticente à ces suites un petit peu comme ça, mais pour le coup, rassurez-vous, ce tome 6 c'est vraiment pas du tout commercial et c'est vraiment à la hauteur de la première trilogie. Alors c'est soit un 4e tome, soit le premier tome d'une nouvelle trilogie, donc ce qui laisse présager qu'il va y avoir 2 autres tomes, et ça c'est plutôt cool. Miss Peregrine et les enfants particuliers qui vont débarquer chez Jacob en Floride un peu sans prévenir. Suite à la bataille finale à la fin du tome 3, c'est un petit peu le branle-bas de combat dans les boucles puisque tout est à reconstruire. Les ombrunes qui sont en fait ces espèces de gouvernants, directrices, mi-femmes, mi-oiseaux, c'est elles qui créent les boucles temporelles dans lesquelles vivent les particuliers. Et elles ont tout à reconstruire, voilà, elles ont beaucoup de pain sur la planche et du coup Jacob va profiter de l'absence de surveillance de Miss Peregrine qui est beaucoup occupée pour découvrir le bunker secret de son grand-père Abe Portman. Il va découvrir tout un tas de babioles et aussi un classeur rempli de missions, de rapports de mission, puisqu'il va découvrir que son grand-père était chasseur de creux, donc c'est les grands méchants qui chassent les particuliers. Et il était aussi missionné pour aller chercher les particuliers non contactés, c'est-à-dire les particuliers qui vivent au milieu des gens normaux et qui ont leur pouvoir qui se développe mais ils ne savent pas trop comment se faire parce qu'ils n'y connaissent rien et du coup ils ne vivent pas en communauté dans des boucles. Donc voilà, Abe, sa mission c'était de les rapatrier dans les boucles temporelles pour être en sécurité. Jacob va découvrir tout ça sur le passé de son grand-père et va vouloir faire pareil que lui. Il va réussir à contacter un ancien associé de son grand-père qui va lui confier des missions pour voilà, aller livrer des colis et ensuite sauver un particulier non contacté. Donc toute l'intrigue se passe en Amérique, donc ils vont traverser la Floride jusqu'à New York, alors que dans la première trilogie on était au Pays de Galles et à Londres, enfin en Angleterre. Là on est en Amérique et ça c'est vachement cool parce que la politique autour des particuliers n'est pas du tout la même. Et donc il va s'embarquer avec Emma, Bronwyn, Enoch et Millard, donc la moitié des enfants particuliers de Miss Peregrine, dans cette folle aventure où il va y avoir plein de rebondissements. Ils vont rencontrer plein de gens sur leur road trip, des gens bien, des gens moins bien. Ils vont visiter pas mal de boucles temporelles, donc ils vont voyager aussi bien dans l'espace que dans le temps, et ça c'était vraiment trop cool. J'ai adoré encore une fois cette aventure. J'étais ravie de retrouver Jacob et les enfants particuliers parce que je suis mine de rien vachement attachée à eux. Ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'elle nous rappelle, en fait, elle nous replonge en enfance et elle nous rappelle ce truc un petit peu d'imagination, de magie qu'il y a dans l'enfance, ce côté mission secrète, aventure, un peu à la Jumanji, aux Goonies, vous voyez, un peu cette ambiance-là que j'aime tant. La plume de l'auteur est vraiment efficace, alors ça s'adresse à la jeunesse, mais c'est pas du tout neuneux pour autant, hein, voilà. Ça peut très bien être lu et apprécié par les adultes. Ce que j'aime beaucoup, comme à chaque fois, c'est qu'il y a des photographies anciennes qui sont insérées au milieu du roman et qui donne un petit côté burlesque à l'intrigue. Voilà, ce côté un peu, alors creepy mais pas trop.
Et en fait c'est l'auteur qui chine ses photographies anciennes dans des vide-greniers, des brocantes et qui du coup les insère dans son histoire. Donc on a vraiment le texte et l'image qui se confrontent et c'est vachement cool. Le travail éditorial est encore une fois sublimissime avec voilà, des petits rabats comme ça. Chaque début de chapitre c'est une page en couleur et puis il y a toujours ces photographies. Voilà. Alors c'est un beau bébé qui fait plus de 600 pages et bon, c'est pas très, il est très lourd, hein, pas très pratique à lire, mais ça se lit tout seul, c'est vraiment fluide, on a envie de savoir la suite, on est vraiment embarqué dans cette aventure qui est haletante et vraiment prenante et on adore. Enfin moi j'adore vraiment cette saga, je peux que vous la recommander. Par contre le film réalisé par Tim Burton, on valide pas, hein. Clairement j'aime beaucoup Tim Burton avant, mais là ces derniers films qu'il a fait, alors j'ai pas vu Dumbo mais voilà, je suis assez déçue par ce qu'il a proposé, et puis il y a énormément de raccourcis dans le film. Voilà, donc lisez plutôt les livres qui sont vachement bien. J'attends la suite avec grande impatience parce que vraiment j'adore. J'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie Freaks ou dans la catégorie aussi enfance. Le troisième et dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, c'est Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, publié chez Calman Lévy Noir. Alors c'est le quatrième tome de la saga du chuchoteur avec l'enquêtrice Mila Vasquez. Donc il y avait le chuchoteur, l'écorché, l'égaré et enfin le jeu du chuchoteur. Ça peut quand même se lire indépendamment, hein. Même s'il y a un petit fil rouge autour de la vie de Mila Vasquez, chaque enquête voilà, peuvent se lire indépendamment. Donc vous pouvez très bien lire ce livre si vous n'avez pas lu les autres. Donc pour l'histoire, Mila Vasquez va quitter la police suite à la précédente enquête. Voilà, elle en a marre, elle veut tout quitter, partir à la retraite. Elle va s'embarquer avec sa fille sous le bras pour aller vivre dans une maison reculée, loin de toute technologie, au bord d'un lac. Donc elle vit sa petite vie tranquille jusqu'au jour où Joanna Sutton, qui est alias la juge, qui est la chef de la police, va débarquer chez elle pour lui dire qu'ils ont besoin d'elle pour une nouvelle enquête. Quelques jours plus tôt, la famille Anderson, plus particulièrement la mère de famille, va appeler la police par une nuit pleine d'orages, de tempêtes. Enfin voilà, c'est l'intempérie, c'est le déluge. Elle va appeler à la police pour dire qu'il y a un homme qui se tient devant chez eux, statique, sous la pluie, dans la nuit, et qui fait vraiment flipper pour le coup. Sauf que la police est débordée, ils vont pas pouvoir venir le soir même, donc ils vont venir voir ce qui se passe le lendemain matin, et ce qu'ils vont découvrir absolument effroyable. Des tonnes et des tonnes de litres de sang sont déversés partout dans la chambre à coucher. Donc visiblement la famille Anderson, donc il y avait le père, la mère et les deux fillettes jumelles, ils peuvent pas avoir survécu à autant de pertes de sang, sauf qu'ils vont pas retrouver de corps. Jusqu'au jour où un appel anonyme va dire aux policiers où est-ce qu'ils peuvent trouver la camionnette de cet homme qu'avait décrit Madame Anderson dans son coup de fil. Donc ils vont se rendre sur place, ils vont effectivement trouver la camionnette pleine de sang, et dans le hangar, ils vont trouver au milieu de cadavres, de pièces détachées de vieils ordinateurs, vont découvrir un homme qui se tient là, nu. Son corps est complètement tatoué de la tête aux pieds et il ne parle pas. Vraiment flippant. La presse va vite le surnommer Enigma. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'à l'intérieur de son bras, il y a le mot Mila, le prénom Mila, de tatoué sur son bras. Et donc c'est pour ça que Joanna Sutton se retrouve à aller contacter Mila pour qu'elle vienne enquêter sur cette affaire, où va encore y avoir un chuchoteur. Donc les chuchoteurs, c'est des psychopathes, c'est pas vraiment, en fait c'est pas des tueurs qui tuent de leurs propres mains, c'est des gens qui lobotomisent en fait des personnes qui ont déjà un peu une perversité en eux, qui réveillent cette perversité en leur chuchotant, voilà, en les incitant à commettre des meurtres. Donc les chuchoteurs ne tuent jamais de leurs mains propres, mais ils incitent les autres. Et le plus célèbre, c'est notamment Charles Manson, qui n'a pas tué de ses propres mains, mais qui a incité les gens de sa famille à tuer pour lui. Donc voilà pour le chuchoteur. Là on est sur fond de jeu vidéo, puisqu'on va avoir un jeu vidéo qui s'appelle Liar, qui est une sorte de Second Life, où en fait on va retrouver tout l'univers, enfin notre univers, mais dans un jeu virtuel, enfin en réalité virtuelle. Dans ce jeu, tout le monde peut, il n'y a aucune règle en fait, tout le monde peut laisser libre cours à ses pulsions, à ses envies, à ses fantasmes les plus pervers. Donc toute la criminalité se situe dans ce jeu.
et donc il y a moins de criminalité dans la vraie vie. Sauf que voilà, on va mener cette enquête en parallèle aussi bien dans la vraie vie que dans le jeu vidéo, donc c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé cette thématique autour des nouvelles technologies, des jeux vidéo en ligne, d'internet, des réseaux sociaux, etc. Mais par contre j'ai trouvé que l'auteur faisait une critique vraiment acerbe de tout ça en faisant un portrait vraiment alarmiste de la situation, comme quoi c'est le mal, internet, les réseaux sociaux, qu'il n'y a plus de confidentialité, plus d'anonymat, que même quand tu te balades dans la rue, tu es traqué par des caméras de surveillance ou par ton téléphone portable. Alors oui, c'est vrai, mais de là à vraiment dire que c'est le mal, bon, c'était un peu too much. Moi qui travaille dans le digital, je connais un petit peu les revers de la médaille et je pense que c'est quand même important d'informer le plus grand nombre par rapport aux dérives, tout ça, les cookies, le retargeting, machin. Mais je trouvais que c'était un peu trop moralisateur dans ce livre. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une critique à peine voilée de Mark Zuckerberg, qui est le patron du groupe Facebook, donc Facebook, Instagram et WhatsApp. Donato Carisi le refait le portrait, là, le rhabille pour l'hiver, c'était assez drôle. D'ailleurs, je vous ai partagé ce passage sur Instagram en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez en savoir plus sur mes lectures au fil des jours. Non mais franchement, j'ai passé un super moment de lecture, c'est hyper addictif. Ce livre fait un peu moins de 400 pages, mais franchement j'ai pas vu passer le temps. Donato Carisi a vraiment le don de te faire des méchants psychopathes, serial killers, enfin qui te font vraiment flipper, et des scènes aussi mais qui te foutent les poils. Moi la scène de Mila quand elle rentre chez elle avec sa fille, qu'elle est suivie, qu'elle lui dit de tout barricader chez elle, la phrase que prononce sa fille à ce moment-là, quand elle descend les escaliers, mon Dieu, j'ai tellement flippé. Et la scène aussi avec le prêtre, alors pour ceux qui l'auront lu comprendront, sinon ça spoil pas, mais c'était vraiment, ça m'a mis les poils quoi. Et ça j'adore, voilà, si vous connaissez pas Donato Carisi et que vous aimez vraiment les thrillers un peu sombres, un peu psychologiques avec des gros méchants, vous allez être servi, vraiment, parce que pour moi c'est un des maîtres du thriller d'aujourd'hui. Si vous êtes un peu flippette, peut-être passez votre chemin, parce que vraiment, ça met les poils et moi j'adore. Personnellement j'adore. Voilà, c'en est tout pour les lectures. Maintenant je vais vous parler de deux séries que j'ai vues en ce mois d'octobre et qui peuvent rentrer dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. La première série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série qui se passe dans l'espace et c'est Les 100. Alors j'ai vu la dernière saison, je sais plus, je crois que c'est la saison 7, où ils sont sur une lune. Donc moi voilà, c'est une série que je regarde depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. C'est vrai que le début était un petit peu trop teenage à mon goût, mais à partir de la saison 3 je trouvais qu'il y avait un vrai revirement de situation et que vraiment ça prenait de la profondeur. J'ai adoré la saison 5, 5 où il se passe, il y a une guerre entre des clans et tout, c'était vachement cool. Et donc voilà, c'est une série qui se passe dans l'espace mais aussi sur Terre. Et voilà, j'adore cette série, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne la connaissez pas. Bien évidemment, les 100 peuvent rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie post-apocalyptique, puisque les humains ont dû fuir la Terre suite à des radiations. Voilà, la Terre n'était plus du tout habitable et donc du coup ils sont partis vivre dans l'espace. Donc ça c'est le début, l'intrigue de la première saison. Rentrer dans post-apocalyptique et aussi dans la catégorie espace puisque ça se passe dans l'espace. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est une série dont j'avais vu la première saison, j'avais beaucoup aimé, mais la première saison se terminait en elle-même et du coup je comprenais pas pourquoi ils allaient faire une seconde saison. C'est The Terror et cette fois-ci en fait ils vont faire comme le principe d'American Horror Story, c'est-à-dire qu'ils vont faire une histoire par saison. En fait c'est des histoires différentes à chaque fois. La première saison c'était sur un bateau au 18e siècle je crois, 18e siècle il me semble, qui va partir en expédition dans l'Arctique, la mythologie autour des Inuits, etc. Et dans cette seconde saison, on va être sur une mythologie nippone. On passe en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cette guerre entre les Américains et les Japonais. Et il va y avoir un esprit qui va prendre possession de plusieurs personnes et qui va essayer de se venger d'un truc qu'on lui a fait dans le passé. Enfin bon, bref. C'est sur fond de possession, d'esprit, de vengeance, etc. Au début, je n'étais pas très convaincue, mais finalement, la fin est assez crépie et c'était plutôt chouette. Et je pense que, voilà, je regarderai la suite s'il y a une autre histoire. C'est vrai que le côté Japon me parlait pas trop comparé
au côté britannique inuit de la première saison, mais franchement ça se laissait regarder, c'est un petit peu creepy, ça rentre parfaitement dans la thématique d'Halloween avec le côté horreur épouvante. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo seconde partie du bilan du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si je vous ai donné envie de lire ces livres ou de regarder ces séries. J'espère que vous passez de très bonnes lectures pour cette fin de mois d'octobre, début novembre. Je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!